Un soi-disant accord de paix que Trump a dévoilé après avoir rencontré Netanyahou à Washington stipule que le conflit prendrait fin immédiatement s'il était accepté à la fois par Israël et le Hamas. Tous les otages seraient libérés dans les 72 heures suivant l'accord. Il prévoit également qu'Israël libère plus de 2000 prisonniers et qu'Israël ne pourrait ni occuper ni annexer Gaza. Il encourage les habitants de Gaza à rester sur place. Mais un panel d'experts sera mis en place pour reconstruire et revitaliser la bande de Gaza. L'accord exige que le Hamas n'ait aucun rôle, direct ou indirect, dans la gouvernance de Gaza, confiant plutôt le contrôle du territoire à un comité palestinien technocratique et apolitique, chargé de la gestion quotidienne des services publics. L'ensemble serait supervisé par un Conseil de la paix présidé par Trump lui-même, avec la participation d'autres dirigeants mondiaux, et tu vas aimer celle-là, Matt, dont Tony Blair, ancien Premier ministre britannique. Alors, quelle est ton analyse de cette évolution, sachant que la résistance, à l'heure actuelle, continue de se battre avec acharnement? C'est un spectacle de propagande. Écoutez, il y a 14 autres groupes palestiniens. Le Djihad islamique palestinien, le Front populaire de libération de la Palestine, je ne peux pas tous les citer. Donc oui, ils ne vont pas disparaître non plus. C'est peut-être la façon pour Israël de sauver la face et d'essayer de sortir d'une situation très inextricable. Vous savez, ils ont lancé leur offensive pour éradiquer le Hamas à Gaza il y a 3 semaines. C'est le début de la 3e semaine. Où en sont-ils? Eh bien, les rapports d'aujourd'hui indiquent que les hélicoptères israéliens ont été très actifs pour évacuer des blessés israéliens de la ville de Gaza. Donc les brigades Al-Qassam ne vont nulle part. L'autre chose sur laquelle nous n'avons pas vraiment beaucoup d'informations fiables, c'est que je vous garantis qu'il existe des relations commerciales entre des membres de la bonne société israélienne. Nous savons par le passé que le Mossad traitait avec le Hamas, que ce soit sous couverture ou non. Néanmoins, ils avaient des relations commerciales où de l'argent circulait dans les deux sens. J'ai vu le début de la conférence de presse et qui entre juste avant Donald Trump, Jared Kushner. Monsieur, je veux développer les plages de Gaza, lui-même. Donc vous savez, je ne doute pas qu'il y ait des plans néfastes en préparation, comme le fameux chameau qui glisse son nez sous la tente. C'est pour permettre à Jared Kushner de mettre un pied dans l'eau au large de Gaza et de reprendre Gaza non pas par la guerre et la violence, mais en construisant, en s'appropriant des terres et en forçant les Palestiniens à partir. Donc même si j'espère la fin des combats, cela ne résoudra pas le problème de fond. Et regardez, la semaine dernière, Bibi Netanyahou était à l'ONU, devant une salle à moitié vide, je précise, et il a été très clair, il n'y aura pas de solution à 2 États. Point final. Alors voilà, Trump qui parle de son plan, et je ne pense pas qu'il ait prêté attention à ce que Bibi a dit la semaine dernière. Vous avez Tony Blair qui siège à ce soi-disant Conseil de la paix dirigé par Donald Trump. Aucune consultation avec la résistance palestinienne, qui mène de violents combats dans des endroits comme Khan Younes et d'autres zones de Gaza, directement contre le régime israélien. Et bien sûr, le reste de la résistance ne faiblit pas. Eh bien, tout d'abord, la question de Tony Blair. Je veux dire, c'est comme un film d'horreur, non? Ce type, il est comme Dracula. Il suce le sang partout où il passe. C'est lui qui a entraîné mon pays dans une guerre illégale en Irak, où des centaines de soldats britanniques sont morts, jusqu'à 1 million d'Irakiens ont été tués, et toute la région a été détruite. Il devrait être en prison. Alors, sans même parler du fait qu'il a choisi de faire partie du comité de gouvernance, ou peu importe comment Trump l'appelle, c'est écœurant. Et encore une fois, c'est une imposition. C'est le rôle des États-Unis dans le conflit israélo-palestinien depuis le début.
Vous savez, ils ont dirigé le soi-disant processus de paix, mais ils sont du côté d'Israël et l'ont toujours été. C'est pour ça que c'est si insoluble. Le bilan de Trump sur Israël est épouvantable. Il a déplacé l'ambassade à Jérusalem lors de son premier mandat, et il y a eu en même temps la grande marche du retour. Et il n'a pas dit un mot alors que des snipers israéliens massacraient des infirmières, des soignants et des manifestants pacifiques qui ne faisaient que marcher vers les portes de leur prison. Donc je ne leur reconnais aucun droit d'imposer une solution à Gaza. Et si vous regardez, je consultais justement certains des plans qui concernent tout le corridor de Philadelphie, la frontière avec Rafah. Donc Gaza va rétrécir. Je ne sais pas. De toute évidence, le Hamas et d'autres groupes de résistance n'ont eu aucun mot à dire dans ce soi-disant accord de paix. Mais encore une fois, c'est emblématique de la façon dont cela a toujours fonctionné depuis le début. Il y avait un accord de cessez-le-feu auquel le Hamas était pratiquement d'accord à 100%. Puis Israël a bombardé les médiateurs au Qatar. Israël n'acceptera rien d'autre que ce qu'il veut, exactement. C'est un régime maximaliste, et ils ont le contrôle de la Maison-Blanche de Trump. Donc je ne sais pas ce qui va se passer avec cela. Si le Hamas va l'accepter ou non, probablement pas. Mais encore une fois, comme Larry l'a mentionné, nous devrions écouter les ministres israéliens lorsqu'ils nous disent quelle est leur vision pour Gaza, car ils nous l'ont dit, en affirmant qu'1 million de personnes ne devraient pas avoir accès à la nourriture, à l'eau ou à l'électricité. Mais plus récemment encore, Smotrich, le ministre des Finances, a déclaré que dans quelques mois, il ne restera plus personne à Gaza. Nous allons tout détruire. Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité, a tenu des propos similaires. Donc je pense que leur idée, à mon avis, c'est qu'ils ont vu le 7 octobre comme leur 11 septembre, et comme le prétexte pour enfin résoudre ce qu'ils appellent le problème palestinien. Le problème palestinien, pour eux, c'est tout un réservoir de populations autochtones qu'ils ont déplacées, expulsées de leurs terres et enfermées dans des prisons. Que fait-on d'eux? Évidemment, des personnes emprisonnées vont réagir et résister, et donc ils veulent simplement s'en débarrasser. Et je pense que c'est leur objectif final. Voilà, nous avons tous vu les images de Gaza. Exactement. Et ils font la même chose à Gazaville en ce moment. C'est détruit. Ils l'ont effacé. Tous les immeubles de grande hauteur ont été démolis à Gazaville ces dernières semaines, et les ministres s'en félicitent. Israël Katz célébrait aujourd'hui la chute de la plus haute tour, le ministre de la Défense. Ils ne font pas ça pour permettre aux Palestiniens de revenir. C'est pas ce qu'on fait si on veut reconstruire. Ce qu'ils font, c'est raser la ville. C'est une logique de année zéro, et ils vont la reconstruire sans les Palestiniens. Il y avait un plan qui avait fuité de Netanyahou il y a environ 1 an, où ils imaginaient un nouveau Dubaï, vous voyez, et le nouveau plan de Trump mentionne effectivement des zones économiques spéciales. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. En gros, ce sont juste des utopies d'entreprise. Donc ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et comme vous l'avez mentionné, d'autres personnes ont dit que la résistance continue de se battre à Khan Younes, mais aussi dans d'autres zones. Aujourd'hui, il y a eu une opération à Gazaville. Alors vont-ils simplement accepter le fait qu'ils doivent complètement déposer toutes leurs armes, qu'ils doivent accepter de vivre sous ce pouvoir génocidaire et sous le contrôle de Tony Blair et Donald Trump? Je ne pense pas qu'ils l'accepteront. Et ils ne devraient pas l'accepter, pour être honnête, car évidemment, nous voulons tous voir la fin des combats et du génocide. Mais s'ils imposent ce plan, je crois que l'objectif final sera de dépeupler complètement la Palestine. Et à huis clos, ils en sont probablement conscients. Ils en parlent probablement. Ils se disent sans doute que c'est trop difficile. Nous ne pouvons pas déplacer les personnes que nous voulons, parce qu'ils ont essayé.
un demi-million de personnes ont quitté la ville de Gaza au cours de la semaine dernière, mais il y a encore des centaines de milliers de personnes là-bas. Ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire dépeupler et déplacer tout le monde vers Al-Mouassi, près de Khan Younes. Ils n'ont pas pu le faire. Donc, c'est peut-être une solution temporaire où ils vont stabiliser la situation, puis trouver des moyens plus pacifiques ou plus efficaces de déplacer les Palestiniens et à terme trouver un troisième pays qui les accueillera. C'est ce que je crois être leur plan. Donc oui, je pense que c'est de la propagande. C'est soit conçu pour que le Hamas rejette, soit pour servir de prélude à une dépopulation et une occupation complète. Envoyer la zone comme une aubaine immobilière pour les Israéliens et les Américains. Oui, la résistance ne s'est pas arrêtée. Cela inclut également le Yémen. Nous voyons que des navires en mer Rouge continuent d'être attaqués. Ceux liés à Israël sont pris pour cible par le Yémen. Et bien sûr, étant donné que la résistance palestinienne et la direction palestinienne n'ont pas été consultées à ce sujet, cela ne mettra pas fin au blocus de la mer Rouge, ni au ciblage de sites stratégiques israéliens par des missiles balistiques yéménites. Et puis il y a ceci. Je voulais vous faire écouter cela parce que il y a, je pense, beaucoup de soupçons selon lesquels tout plan de paix, entre guillemets, poussé par Trump, sert en réalité uniquement les intérêts d'Israël. À tel point que nous avons Netanyahou, il fait le tour des médias traditionnels ces derniers temps, presque pour se défendre, essayant de montrer qu'il n'est pas aux commandes, que personne ne l'est, qu'Israël n'a aucun rôle. Je veux dire, on l'a vu avec tout le fiasco Charlie Kirk, où il a dû aller sur Twitter, puis dans les médias traditionnels, pour répéter sans cesse « Nous n'avons rien fait ». Et le voilà de nouveau, s'adressant aux médias traditionnels à propos de cette affirmation selon laquelle lui et le régime israélien influenceraient et contrôleraient essentiellement l'administration Trump. Le président Trump a été un allié incroyable d'Israël, un ami exceptionnel. Nous n'avons jamais eu quelqu'un comme lui. Ce qu'il a fait lors de son premier mandat, reconnaître Jérusalem comme notre capitale, y déplacer l'ambassade américaine, reconnaître notre souveraineté sur le plateau du Golan, sortir de l'accord désastreux avec l'Iran, et maintenant, bien sûr, se joindre à nous dans l'effort pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire en frappant certains de ses sites nucléaires avec nous, je trouve cela formidable. J'ai lu quelque part cette absurdité, enfin c'est un mensonge ridicule. Le président Trump agit comme il le fait parce qu'il décide de ce qui est dans le meilleur intérêt de l'Amérique. Et je l'ai souvent dit, je ne décide de rien pour le président Trump. C'est le dirigeant le plus indépendant des États-Unis que j'ai vu en toutes mes années, et je pense que beaucoup de gens dans le monde le constatent. Netanyahou, je ne sais pas si tu poserais cette question, mais il n'a aucune influence sur Trump. Il ne décide rien à la place de Trump. Patrick, quelles sont tes réflexions à ce sujet et sur ce que ce plan de paix révèle de l'ingérence d'Israël dans la politique américaine? Eh bien, pour commencer, les reportages disent le contraire, que Netanyahou lui-même passe des appels au cabinet directement et via Myriam Adelson, ainsi que certains des grands donateurs qui ont en gros acheté la Maison-Blanche lors de l'élection de 2024. Donc en fait, et il est important de le rappeler encore une fois, tout le cabinet, toute personne impliquée dans la sécurité nationale ou la politique étrangère devait être pro-israélienne et a été présélectionnée par la classe des donateurs israéliens, par le lobby israélien. D'accord? Voilà le niveau de pénétration de ce qu'on appelle l'ingérence étrangère, ce dont ils ont accusé la Russie ces 10 dernières années. C'est ce niveau de pénétration dans cette Maison-Blanche de Trump. C'est sans précédent. On n'a jamais vu ça auparavant. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça qu'ils gèrent aussi mal la situation en Ukraine et en Russie. Parce que tout le monde, au département d'État,
dans tous les services, n'est formé et ne se préoccupe que d'une seule question, et c'est Israël. Point final. Est-ce bon pour Israël? Est-ce mauvais pour Israël? Voilà. Écoutez, la fuite concernant ce soi-disant plan de paix était une fuite stratégique. Ça devrait vous indiquer tout de suite que ce truc est une arnaque totale. Jared Kushner, le gendre du président, comme on l'appelait, le gendre du président, c'était le genre de type qui a porté les accords d'Abraham. Il a été le visage de toute cette affaire. C'est une plaisanterie de plan de paix. Et la particularité des accords d'Abraham, c'est qu'ils n'ont jamais consulté les Palestiniens. Et les Palestiniens n'ont absolument pas été impliqués dans ce grand marché de paix pour le Moyen-Orient. Et Trump pense toujours qu'il devrait recevoir un prix Nobel pour cela, alors qu'en réalité, ce sont les accords d'Abraham qui ont probablement accéléré les conditions ayant mené au 7 octobre. Donc, on mérite tout sauf le prix Nobel de la paix pour ça. Mais à cause de cela, ils reproduisent la même chose. La stratégie de négociation israélienne habituelle consiste à proposer une sorte de marché impossible, généralement en l'absence de la partie adverse, dans ce cas le Hamas. Et si c'est rejeté ou non accepté, ils disent « Oh, c'est un accord parfaitement valable, nous l'avons proposé à Arafat ou à n'importe quel négociateur palestinien, quiconque est en vie pour négocier au nom des Palestiniens ou du Hamas. Oh, c'est un accord parfaitement valable. » Trump adopte mot pour mot exactement la même tactique. Il utilise même cela contre les Russes. Oh, nous avons proposé un accord parfaitement valable et ils ne l'ont pas accepté. C'est la même chose ici. Donc cette chose est conçue pour échouer. Mais si vous lisez les petits caractères, vous verrez que si les dirigeants du Hamas acceptent de quitter Gaza, cela fait partie des conditions. D'accord? Alors, vont-ils aller au Qatar? Et ils disent, eh bien, accordez une amnistie au Qatar, tant qu'ils respectent cette condition précise. L'autre endroit où ils pourraient aller, c'est l'Égypte, car il y a beaucoup de pression de la part de la population égyptienne pour intervenir et en gros, prévenir ce qui est une immense catastrophe humanitaire et une situation impensable à Gaza. Et donc, comme par hasard, qu'a-t-on cette semaine? Regardez le New York Times, et ils disent « Ah, des responsables israéliens, un porte-parole s'inquiète que des terroristes du Hamas aient franchi la frontière vers le Sinaï, en même temps qu'environ 100 000 évacués médicaux et personnes fuyant la bande de Gaza. » Ils sont donc en train de créer les conditions d'un piège similaire à celui du Sud-Liban avec l'OLP en 1968. C'est le prétexte qu'Israël avait utilisé pour attaquer le Liban, envahir et occuper le Sud-Liban. Et ils l'ont occupé pendant plus de 2 décennies, en réalité. Ils sont en train d'orchestrer un piège identique avec l'Égypte et le Sinaï. En faisant cela, s'ils peuvent prétendre avoir des renseignements ou s'ils parviennent à pousser les Palestiniens dans le Sinaï, cela donne à Israël et à l'armée israélienne le droit d'attaquer ce qu'ils appellent des cibles terroristes en Égypte. Et où cela va-t-il s'arrêter? Je pense que c'est ça. On assiste à une vaste supercherie en cours. Et la dernière chose qu'ils ont l'intention de faire, c'est d'instaurer une quelconque paix, un cessez-le-feu, ou d'arrêter les combats. Israël fait toujours la même chose lors des négociations. Ils les font traîner pour modifier la situation sur le terrain. Et en ce moment, ils ont presque fini de diviser la Cisjordanie en isolant Jérusalem-Est. Toute cette histoire d'annexion de la vallée du Jourdain, c'est déjà en cours. Tout cela est en train de se faire. Et pour eux, pour l'extrême droite, qui représente désormais tout Israël, puisque le pays a tellement basculé à droite, ils considèrent cela comme les 5 derniers mètres, la fin, la solution finale pour Gaza. C'est ainsi qu'ils le perçoivent, c'est ainsi qu'ils l'expriment publiquement. Donc tout ce discours sur les accords de paix, Trump, le cessez-le-feu, je ne leur ferai pas confiance, pas plus loin que je ne pourrais les jeter. Et je vais m'arrêter là.
Lors de la conférence de presse à ce sujet, il dit, c'est Donald Trump, tout le monde a accepté ce plan. J'ai le sentiment que nous allons obtenir des réponses positives. Sinon, comme tu le sais, Bibi, tu as tout notre soutien pour faire ce que tu dois faire. Et je pense que ça résume exactement ce qu'est les États-Unis et quelle a été la position de Trump sur ce sujet depuis le tout début, toujours avec cette réserve que, en gros, Israël n'a absolument aucune limite. Patrick a très bien exposé le contexte historique. C'est, vous savez, encore une fois du déjà-vu, comme disait Yogi Berra. C'est le passé qui se répète, du moins selon les mêmes accords. Peut-être que certaines notes spécifiques diffèrent, mais la structure de base reste la même. Et Netanyahou, apparemment lors de cette conférence de presse, parce que j'ai vu passer quelques notifications sur mon écran, a essentiellement réaffirmé qu'un État palestinien reste inacceptable pour Israël. Et toute cette histoire, cette fantaisie autour d'Israël en tant qu'État sioniste, ce que j'entends par fantaisie, c'est sa population. 80% de la population venait principalement d'Europe. Parce que si l'on remonte et qu'on regarde le recensement effectué d'abord en 1922, puis en 1931, la population juive en 1931 était d'environ 164 000 personnes. La population palestinienne était proche de 800 000. Et puis en 20 ans, les chiffres se sont complètement inversés. Il y avait des millions de juifs. Eh bien, sont-ils simplement tombés du ciel? Ils ont volé la terre. Ils ne sont pas prêts à rendre cette terre volée. Et il reviendra au Hamas et aux différents groupes de résistance de trouver un moyen de lutter, de continuer à se battre et en fin de compte, d'affaiblir Israël ou d'être éliminés. Je ferai simplement remarquer qu'il y a 3 semaines, Israël a lancé son opération pour prendre le contrôle total de la ville de Gaza. Eh bien, nous voilà 3 semaines plus tard. Vous avez l'armée israélienne, les forces de défense israéliennes, avec tous les avantages possibles pour une armée. Je veux dire, ils contrôlent totalement l'espace aérien. Ils disposent de satellites d'observation. Ils ont toutes sortes de systèmes de collecte de renseignements. Ils ont de l'artillerie. Ils ont des chars. Ils ont des véhicules blindés de transport de troupes. Et pourtant, ils ont Hamas encerclé dans une zone précise. Vous savez, c'est un peu comme si Jim Bowie et Davy Crockett étaient retranchés à l'Alamo. Et pourtant, Israël n'arrive pas à les vaincre. Ils n'arrivent pas à les battre. Ils ont eu, bon sang, maintenant 2 ans, 2 années complètes pour essayer. Et ce n'est pas, vous savez, tous ces idiots d'analystes occidentaux qui se moquent en disant « Oh, les Russes n'ont pas pris beaucoup de territoire ». Oui, ils affrontent une force de niveau équivalent à l'OTAN. Une force de l'OTAN qui dispose de presque tous les types de systèmes d'armes que possède la Russie. Et malgré cela, la Russie continue d'avancer. Elle continue d'en tuer davantage. Contrairement aux Israéliens qui ont une zone confinée verrouillée et qui n'arrivent pas à vaincre. Et en ce moment, vous savez aujourd'hui, comme je l'ai mentionné plus tôt, ils subissent plus de pertes. Donc je pense que le Hamas est prêt à essayer de les saigner autant qu'il le peut, parce que Israël ne peut pas supporter ces pertes. Ils ont déjà perdu environ 2 millions de personnes depuis le début de la guerre. Vous avez effectivement la résistance. Ils n'abandonnent pas. Non seulement ils n'abandonnent pas, mais en plus, Gaza elle-même est, comme beaucoup l'ont dit, une prison littéralement construite pour permettre ce qui arrive actuellement aux Palestiniens, un génocide. Et pourtant, la résistance ne faiblit pas. Je pense que c'est un énorme problème, à la fois pour le régime israélien et pour les États-Unis, qui considèrent bien sûr Gaza et la Palestine comme une composante majeure de leur projection de puissance dans la région. Donc vos réflexions finales sur la situation dans son ensemble, le plan de paix, etc., où que vous souhaitiez aller avec cela.
Je pense que le point de résistance, c'est que depuis près de 2 ans, 3 puissances nucléaires ont essentiellement tout lancé contre ce petit bout de territoire. Environ 32 km de long et 4 à 5 km de large. Et elles n'arrivent toujours pas à vaincre la résistance. Et encore une fois, comme vous l'avez mentionné, c'est une prison. La plupart des armes utilisées sont des armes israéliennes, réutilisées, car il n'y a aucun moyen de faire entrer des armes. C'est donc une campagne incroyable menée par la résistance palestinienne. Et je suis d'accord avec Larry, plus cela dure pour Israël, plus la situation va empirer, car ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs. Le Hamas et la résistance sont toujours actifs. Des centaines de milliers de personnes se trouvent encore dans les zones de Gaza où ils voulaient les déplacer. Rien n'a été accompli, si ce n'est une destruction totale de leur réputation à travers le monde et des mandats d'arrêt contre leur Premier ministre et leur ministre de la Défense. Ils souhaitent donc probablement mettre fin à tout cela. Mais je pense aussi que, puisqu'ils ont continué aussi longtemps, cela crée les conditions pour qu'ils poursuivent, car ils ne peuvent pas s'arrêter tant qu'ils n'ont pas obtenu une victoire tangible, ce qui n'est pas le cas. Les otages qu'ils ont récupérés l'ont été par le biais d'accords d'échange. La plupart n'ont pas été secourus. Ils ont donc mené le massacre de Nuseirat, où ils ont tué près de 300 Palestiniens pour sauver 4 otages. Mais la majorité ont été obtenus par des échanges. Si la préoccupation avait été de récupérer les otages, c'est là-dessus qu'ils se seraient concentrés. Mais ce n'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation a été d'anéantir Gaza. Mais je suis d'accord avec Patrick pour dire que cela est conçu pour échouer, simplement en ayant lu de façon superficielle quelles sont les stipulations, parce que les Israéliens d'abord ne négocient jamais de bonne foi, et ensuite, même lorsqu'ils signent des accords, ils ne les respectent pas. Vous savez, il y a eu un cessez-le-feu qui est entré en vigueur le premier jour du mandat de Trump en janvier, et puis en mars, 2 mois plus tard, ils l'ont complètement rompu. Et tout se déroulait comme prévu. Cela aurait pu être un cessez-le-feu qui aurait permis de ramener tous les otages chez eux et d'instaurer la paix. Mais ils ne veulent pas la paix. Ils veulent détruire Gaza et ils veulent leur solution finale. Et ils ont leur prétexte, qu'ils ne retrouveront probablement jamais, à mon avis. Donc je pense qu'ils conçoivent cela pour que le Hamas le rejette. Et comme le dit Patrick, cela leur donne alors une arme de propagande pour dire « Eh bien, nous avons offert tout ce dont ils avaient besoin et ils nous ont rejetés. » L'autre chose, c'est que c'est aussi suicidaire de la part du Hamas, car les Israéliens, même s'ils disent qu'ils accorderont une amnistie, traqueront et tueront chaque personne, combattant du Hamas et négociateur du Hamas. Ils l'ont fait avec l'accord Shalit, il a été capturé en 2006 mais libéré 5 ans plus tard, et ils ont traqué toutes les personnes impliquées dans la négociation de cet accord. Ils ont bombardé les négociateurs au Qatar, comme je l'ai mentionné le mois dernier. Il n'y a aucune chance qu'ils acceptent de laisser ces personnes libres sans les traquer à un moment donné. Donc, du point de vue du Hamas, qu'ont-ils à perdre? Soit ils poursuivent la résistance et finissent par être éliminés, soit ils déposent les armes et se rendent, et ils sont éliminés d'une autre manière. Donc, pour les Israéliens, il n'y a pas d'issue pour eux. L'incitation est donc de continuer, car d'une certaine manière, ils sont en train de gagner. Vous savez, Israël n'a atteint aucun de ses objectifs. Ils font saigner la société israélienne elle-même. Il y a beaucoup de problèmes pour Netanyahou sur le plan intérieur. Alors pourquoi accepter cela, les projets de Trump et Netanyahou?